Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés d'Omerta. Je suis très ravie de vous annoncer une très bonne nouvelle, la sortie de notre nouveau hors-série Ukraine, la guerre sans fin, disponible dans plus de 5000 kiosques partout en France et également sur notre site internet www.omertamedia.fr. Merci pour votre soutien, vous êtes là pour nous et vous pouvez compter sur nous. À vos kiosques. Chers amis d'Omerta, bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau grand entretien. J'ai le plaisir de recevoir une personnalité que vous connaissez bien, Karl Zéro, bonjour. Je deviens un habitué, Charles. Tu es un habitué de la maison maintenant, absolument. Je te reçois aujourd'hui pour parler de ton dernier magazine, L'Envers des Affaires, qui est un magazine d'utilité publique, on peut dire ça comme ça, puisqu'à chaque numéro, tu agis, tu enquêtes, tu investigues et tu rapportes au lecteur. Je trace le sillon contre la pédocriminalité, inlassablement. Et malheureusement, les sujets ne manquent pas, puisque depuis qu'on s'est vu la dernière fois sur ce plateau, eh bien, il y a un certain nombre d'affaires qui ont éclaté. Et dans ce dernier numéro de L'Envers des Affaires, tu reviens en particulier sur l'affaire Le Skwarnek. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette affaire est hors norme et pourquoi tu as décidé d'en faire la couverture de ton magazine ? Elle est hors norme par le nombre de victimes qu'a pu faire ce chirurgien, donc qui a exercé dans 18 hôpitaux différents. Un chirurgien breton, Joël Le Skwarnek, un notable, quelqu'un qui était soi-disant insoupçonnable, et 342 victimes qu'il violait, auxquelles il faisait des attouchements sexuels, moyenne d'âge 11 ans, garçons ou filles, mais un peu plus de garçons. Et personne n'a rien vu. Et en fait, l'axe du papier et de l'enquête et du combat, je dirais, c'est cette omerta. C'est ce fait que, bien qu'il y ait eu des signalements, ça n'a jamais été suivi des faits. C'est-à-dire que dès 2004, Joël Le Skwarnek est condamné pour pédopornographie, enfin en tout cas pour consulter et échanger des images pédocriminelles avec d'autres pédophiles. Et ça n'est suivi d'aucun effet. Il prend 4 mois. C'est même pas la police française qui le découvre, c'est le FBI qui envoie un dossier à la police française en disant « Regardez, voilà 2400 pédophiles français qui consultent et échangent des images. » Ils sont tous entendus, certains sont condamnés, dont le Skwarnek à 4 mois de sursis. Bon, et là, normalement, le tribunal qui l'a condamné doit transmettre, c'est obligatoire, cette information à l'ordre des médecins au niveau départemental. Elle ne le fait pas, déjà. Donc ça veut dire qu'il y a une couverture. Ça veut dire que l'info ne passe pas. Ensuite, il y a un magnifique psychiatre qui travaille dans le même hôpital qui se rend compte que l'autre a un problème. Qu'il vient de prendre la défense pour un autre médecin anesthésiste, cette fois du même hôpital, qui a été accusé de viol. Et l'autre, le Skwarnek, a essayé de le défendre. Il a essayé de dire mais c'est un excellent praticien, on ne peut pas s'en séparer. Donc il se dit, il y a quand même quelque chose de louche. Là, il découvre qu'il a été condamné pour détention d'images pédopornographiques et il enjoint la direction de faire quelque chose qui lui répond, mais non. Alors, c'est un bon praticien, pareil. On a besoin de chirurgiens, il est dans les appendicites, c'est le meilleur. Et puis, alors quand il parle avec le Skwarnek, l'autre lui dit « Ah bah non, mais j'ai eu un petit coup de mou, ça n'allait pas bien avec ma femme, donc je regardais ça pour me détendre. » Bon, d'accord. Et donc, ça passe comme si de rien n'était. Ensuite, c'est donc ce même docteur Bonvalot, le psychiatre, il prévient l'ordre des médecins, qui n'était toujours pas au courant 2 ans après. Et qui fait une réunion, qui dit, bon, il faut agir. Et puis, alors, ils reçoivent le Skwarnek. Le Skwarnek dit, oui, je reconnais les faits et je propose d'être assisté par un autre praticien dans mes opérations. Ils disent, ah, voilà une bonne idée, qui n'aura pas lieu, finalement, puisqu'il faut dire, il a été condamné, mais il n'y a pas d'obligation de soins, il n'y a rien, quoi. Ni de suivi, ni... Donc, ils disent, bon, mais c'est un bon médecin, donc on le garde et on ne fera rien. Et lui, pendant ce temps-là, il continue à violer, évidemment. Il change de temps en temps d'hôpital. Il va finir, on le sait, en Charente-Maritime, à Jonzac. Et il ne cessera de violer des enfants. Et donc, ça va monter dans les tours de l'autre côté. L'ordre des médecins va quand même finir par prévenir la DAS. Et la DAS, alors la DAS, c'est quand même pas la mieux placée pour défendre les enfants, oui, malheureusement. On va en parler. Mais là encore, à la DAS, rien ne va se passer.
Ils se disent, il faudrait prendre une mesure, il faudrait... Ah mais il est trop tard, il est en place, on ne peut rien faire. Et finalement, ça va monter jusqu'au ministère de la Santé, qui à son tour s'émeut, comme on dit en langue de bois. Elle s'émeut tellement qu'il y a une note blanche interne au ministère qui dit non, on ne touche pas le Squarnec, on laisse tomber. Et donc finalement, il pourra continuer à exercer jusqu'en 2017, le jour où il fait un viol à travers un grillage, un viol digital à travers un grillage d'une petite fille de 6 ans, qui elle va le dire à ses parents, qui eux vont aller voir les gendarmes, qui vont arrêter le Squarnec. Donc ça veut dire que toute la chaîne institutionnelle censée surveiller ce médecin, ce chirurgien pédiatrique, n'a rien fait. C'est ça qu'on attend au procès. Le procès, il est en train de se dérouler. Or, que voit-on au procès? Quand on repose ces questions-là, qui sont les véritables questions, parce que c'est très bien que le Squarnec soit face à ses victimes, même si la plupart de ses victimes, en fait, elles étaient sédatées, elles étaient endormies, puisque c'était essentiellement en salle de réveil qu'il agissait. Donc, elles n'avaient pas de souvenirs. Donc, elles-mêmes ont vu débouler un jour des gendarmes qui ont dit ah ben voilà, vous avez été violée à telle date par ce chirurgien. Ah oui, j'ai été violée. Elles l'avaient oublié. Et après, elles ont compris du même coup que leur vie avait été un peu cabossée, sans même savoir qu'elles avaient été violées, mais qu'elles avaient eu du mal. Il y a toute une litanie de problèmes, hein, de dépression, de tentatives de suicide, de suicide réussi. Il y a 2 cas. Enfin, bon, bref. Ça a éclairé leur vie différemment. Donc c'est bien mais c'est pas suffisant. Ce qu'il faudrait véritablement juger dans ce procès, c'est ceux qui ont couvert par lâcheté. Parce que toi, tu parles de défaillance structurelle et qui se combine à des phénomènes un peu de lâcheté individuelle où en fait certaines personnes comprennent mais veulent pas voir. Il y a le cas aussi de son épouse qui finalement était vraisemblablement assez complice ou qui était au moins au courant et qui n'a rien dit. Son épouse est au courant de tout depuis 1996 et elle ne va pas broncher. Et même là, entendue au procès, elle va accuser, c'est quand même fou, Alexandra, une des petites nièces de Le Squarnec, que Le Squarnec a violée, et elle dit que c'est Alexandra qui, dès l'âge de 5 ans, était une aguicheuse. On marche sur la tête. Donc on est dans une omerta absolue. Cette femme n'a rien fait. Elle s'est même fâchée avec sa sœur la mettant devant le fait accompli, lui disant « Mais enfin, comment tu tolères ça ?»« Ah, dit-elle, tu sais, tous les hommes sont attirés par les petites filles. C'est n'importe quoi. Et cette femme, pour moi, cette femme, c'est l'équivalent d'une Monique Olivier dans l'affaire Fourniret. Mais elle rien, elle a juste été entendue comme témoin, elle est retournée à sa vie civile. Je m'énerve, je bois un coup. Alors, les détails de cette enquête sont à retrouver dans le magazine. Il y a aussi un autre de tes sujets d'enquête de prédilection sur lequel tu as été quasiment le seul à travailler, c'est l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Ça, c'était le numéro précédent. Voilà, avec un cas mais qui est sorti là dans l'actualité depuis la sortie du numéro, mais ce qui me fait confirmer ton travail et celui de tes équipes, c'est que il y a un élu LFI qui s'appelle Cottineau. Alors, pas élu, mais quelqu'un qui s'était présenté, qui avait été candidat. C'est un représentant LFI local. Et surtout un animateur puissant au niveau local en Loire-Atlantique d'un groupe LGBT, donc qui organisait des gay pride dans son coin, etc. Bon, et qui était payé par les ASE, donc l'ex-DAS, pour garder chez lui des enfants. Il était assistant familial, ce cher homme. Et voilà que ce cher homme organisait des séances indescriptibles avec les enfants dont il avait la charge. Il s'agit de bébés de 4 mois jusqu'à enfants de 5 ans. Il y a déjà 5 victimes retrouvées. Et il faisait venir des mecs de toute la France qu'il retrouvait sur une messagerie genre Telegram. Chez lui, il y en avait même un qui venait de Belgique, et il violait les enfants, il filmait, il les torturait, et après il mettait ça en ligne sur le dark web.
Parce qu'il est mis en examen aussi pour acte de torture et de barbarie. Bien fait sûr. partie des chefs Et d'accusation. ce mec-là, alors j'ai eu quand même un plaisir, si j'ose dire. C'est que pour la première fois, j'ai vu Le Parisien titré « Réseau pédocriminel ». Moi qui passe pour un énorme complotiste, parce que ça fait 20 ans que je dis ça existe les réseaux pédocriminels, là, ils ont été obligés de le reconnaître. Donc ça veut dire que je raconte pas de conneries, que je suis pas si complotiste que ça. Là, maintenant, les gens commencent à comprendre, à voir la réalité du phénomène. Le gars, il n'a que 32 ans, c'est pas pervers pépère, hein. C'est un jeune mec, tout à fait inséré dans la société, tout à fait dans l'air du temps. Et voilà ce qu'il faisait. Et il travaillait pour les ASE. Et les ASE, là encore, 370 000 enfants sont confiés aux ASE. On sait aujourd'hui qu'il y a entre 20 et 25 000 de ces mineurs qui se prostituent et qui le soir rentrent à l'ASE ou dans la famille d'accueil. Et les ASE ne font rien. Et nous disent « Ah mais non, on a un problème, vous comprenez, il faut qu'on ait plus de personnel. » Mais ils sont déjà pléthoriques, c'est déjà l'armée mexicaine. Non, non, il faut que... On se fout de notre gueule. Donc évidemment, on se pose la question, ce Cottineau, qu'est-ce qu'il va devenir ? Qu'est-ce qu'il va prendre ? Il va prendre, en fait, on le sait d'avance, il va prendre 22 ans incompressibles. Est-ce que c'est suffisant ? Parce que 22 ans, il a 32 ans, il ressort, il a 54 ans, il est en pleine forme. Ce serait quoi la bonne peine pour toi, pour ce Alors, genre d'individu ? il faudrait... Alors, moi, perso, rétablissement de la peine de mort, pas à discuter. Si maintenant, vraiment, ça paraît impossible, parce que c'est pas... Bon, alors au moins une perpétuité définitive, pas de truc incompressible, genre 22 incompressibles. Pourquoi 22 incompressibles ? Si c'est perpétuité, c'est perpétuité. Pourquoi pas 23 ? Pourquoi pas 21 ? Mais ouais, ça n'a pas de sens. Tous les mecs, aujourd'hui, menacent de ressortir. Les Patrice Allègre, bon, ils ont fait leurs 22 ans, et on n'ose pas les sortir. Et c'est impossible de les suivre ensuite, parce qu'ils sont tellement nombreux. Donc, on a un vrai problème avec ça. Il y a un vrai truc à changer. Je veux dire, c'est simplement du bon sens. Un mec comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse plus tard ? Mais est-ce que les personnels de l'ASE, comme ça, comme ce Cottineau, quand il est recruté, parce que pour lui c'est un métier, il n'y a pas d'analyse psychiatrique, il n'y a aucun moyen de filtrer, de déceler, de bloquer. Pire que ça, c'est une des mesures qu'on réclame depuis 50 ans, c'est de dire juste aller vérifier dans le FIGES, le fichier des délinquants sexuels comme ça, s'il n'y a pas eu quelque chose. Juste enquêter un petit peu sur qu'est-ce qu'il a fait avant. Ils ne le font pas. Donc, on se retrouve avec n'importe qui. Et c'est quand même les professions qui sont en charge des enfants. Donc, alors tu vas me dire, les pouvoirs publics, qu'est-ce qu'ils font ? Alors, c'en est même comique. Donc, si on résume, si on fait un peu rewind sur les dernières années, donc le premier grand moment, c'est la sortie du bouquin de Camille Kouchner, donc qui raconte Olivier Duhamel, machin, truc. Et là, Macron s'émeut, il parle aux victimes, on vous comprend, on vous croit, on vous aime, il fait une petite vidéo, il larmoie, il est marrant, bon, super. Il crée la Civise. Auparavant, il met Elisabeth Guigou, faute de goût, puisqu'elle était copine de Duhamel, donc il la dégage au bout d'un mois. Finalement, il crée la Civise, il met le juge Durand. Le juge Durand, à sa grande surprise, travaille. Il propose 78 mesures. Au bout de 3 ans, ils publient leur rapport et ils virent le juge Durand. On n'a jamais compris pourquoi. Ensuite, c'est le bordel au sein de la Civise. Il y a un nouveau président tous les mois qui est viré parce qu'à chaque fois, il y a une affaire, on lui reproche un truc. Bon. Donc finalement, aujourd'hui, on a une Civise qui essaye de continuer à exister, qui a dit, bon, finalement, c'est plus 78 mesures, c'est plus que 16. Mais acceptez-les et puis laissez-nous travailler, parce que là, ils ont prévu sa mort est programmée, donc c'est aberrant, pour septembre prochain. Septembre 2025, plus de Civise. Alors ils pleurent, ils demandent un sursis, donc ils vont l'obtenir, mais on sent d'avance que, quoi qu'ils disent, personne n'en tiendra compte. Donc on leur dit, il vaudrait mieux faire un truc interministériel, donc ça commence à sentir l'usine à gaz. Là-dessus, il y a Madame El Haïry. Alors tout le monde a gueulé parce que Bayrou, quand il est arrivé, il a oublié de faire un ministère de l'enfance. Elle était en charge des enfants avant. Donc finalement, comme il ne peut pas mettre un nouveau ministère, il a mis un haut commissariat à l'enfance. Là encore, ça sent le comité Théodule qui va prendre aucune décision.
qui n'aura aucun pouvoir réel, aucun pouvoir effectif. Donc il y a Madame Vautrin qui est au-dessus, qui est ministre du Travail et des Solidarités, et qui donc a dit, bon, bah, on va lui donner des missions, des machins, des trucs. Et dans les faits, rien du tout ne bouge, rien. Donc les assos protestent, elles sont dans leur rôle. Elles disent, il faut agir, il faut agir. Mais en fait, il n'y a pas de volonté. Et quand il n'y a pas de... comme disait De Gaulle, hein, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Ben, il n'y a pas de chemin. Parce qu'il n'y a pas de volonté. Parce que ce qu'il faut faire, ils le savent pertinemment. On en parlait sur les mesures, par exemple, qu'on pourrait... sur les peines à mettre aux pédos. Ça, on sait qu'il faut faire, qu'il faut y aller. Bon, ils ne le feront pas. L'imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur enfants, c'est la moindre des choses. La plupart... Regarde, même au procès Le Squarnec, tu en as plein qui ne peuvent pas être présents parce que c'est prescrit. Ceux qui ont été violés avant 1989, c'est prescrit. Et il avait commencé en 84, ben, manque de bol. Donc là, ben non, ça y est, hop, c'est prescrit, on passe l'éponge. Pourtant, l'État est capable de se mobiliser pour des causes. Il y a la discrimination, les droits LGBT, qui deviennent des causes nationales. Pourquoi est-ce que la lutte contre la pédocriminalité, ou si on reformule, la protection de l'enfance, n'est pas devenue une cause nationale comme celle, je disais, des droits LGBT, etc. Pourquoi ? Mais ça devrait être la cause nationale. S'il y a une cause à épouser, et à soutenir, et à mettre en avant, et à faire un vrai travail, c'est vraiment celle des enfants. Sinon, on n'est pas une société. Une société qui ne s'occupe pas de ses enfants, c'est quoi comme société ? C'est une société en déliquescence. Et on est dans une société en déliquescence. Donc j'attends pas grand-chose en réalité, ni de Bayrou, ni de Macron. Tout ça, on voit bien que c'est une bande de guignols qui savent faire, qui nous ambiancent, mais en réalité, ils ne tiennent pas compte de ce qu'on dit. Ils n'écoutent pas. Alors pourquoi spécialement les enfants ? Ça, c'est complexe. Parce que, bon, je crois qu'on paye le fait de décennies, pour ne pas dire de siècles, d'omerta et de lâcheté. Et de couvrir, de dire bah, pas de vagues, pas d'histoire, et ça vaut pour tout. Les églises, ça vaut pour évidemment l'éducation nationale, les ASE, tout ce qui est en charge de l'enfance, à chaque fois on couvre. Même dans un petit niveau, un petit club de sport, s'il y a un moniteur qui déconne, on va couvrir le moniteur, on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien, on réunit les parents, bon il a déconné, on l'a sorti, on fait ça entre nous. Il n'y a jamais cette volonté de mettre, et maintenant heureusement ça commence, de mettre devant le grand public en évidence les réalités des viols, des abus sexuels sur les enfants. Mais nous, on n'en peut plus d'attendre et d'être... Parce qu'on est face à des gens qui ne sont pas sérieux en réalité. Et c'est terrible, si tu veux, même pour moi. Moi je suis un ancien mec de Canal+, un amuseur, un fantaisiste au départ, un déconneur dans nulle part ailleurs. Et c'est moi qui me retrouve à 63 ans dans le rôle du mec qui fait la morale en disant « Mais enfin, c'est quand même fou quand il pense. C'est pas banal, quoi. Même moi, il y a des jours, je me pince, je me dis « Mais pourquoi tu fais ça ?» Mais parce que personne ne le fait. Voilà. Donc j'aimerais bien, mais je crois que je prêche dans le désert tant qu'ils sont en place. Mais là, par exemple, un scandale comme le Cottineau et l'aide sociale à l'enfance, bon... Lui, il est arrêté, il est traduit en justice. Et du côté de l'ASE, est-ce qu'il y a des conséquences ? Est-ce que ça bouge ? Alors là, il est évident que non. Et que c'est comme dans le Squarnec. On Personne n'ira jamais chercher... à rendre. En fait. Ah non, on n'ira pas chercher la personne qui a engagé Cottineau, on ne lui demandera pas de compte. Et d'ailleurs, combien même on la trouverait et qu'on lui poserait la question, elle dira je ne me suis pas rendu compte. Dans l'affaire Le Squarnec, un exemple. Il écrivait des carnets secrets où il décrivait ses viols. C'est horrible. Et de temps en temps, il écrit qu'il est surpris. Il est surpris, au milieu d'un viol, par un mec qui rentre dans la salle d'éveil. Et il dit « AB m'a surpris ». Le AB, il s'appelle André B, on l'a retrouvé. Il est passé là, au procès, qui se tient en ce moment. Alors vous l'avez surpris plusieurs fois. « Ah non, j'ai aucun souvenir de l'avoir surpris », fait AB. Alors que l'autre dit « J'ai dû arrêter puisque AB m'a surpris ». Je ne sais plus ce qu'il est, il est assistant brancardier, j'en sais rien, le AB. Mais le AB, il se tait encore maintenant. Pourquoi il s'est tué à l'époque ? C'était le chirurgien. Un chirurgien, c'est quelque chose. On n'y touche pas. On fait gaffe. Alors il n'a pas osé parler. Et même maintenant, confronté à la réalité, de lui dire « Mais vous l'avez surpris, vous avez pu... » Non, j'ai rien vu. Donc,
Ils ont entendu, ils ont fait une enquête quand même. 100 personnes dans les 18 hôpitaux. Ça va de infirmières, aides-soignants, tout ce que tu veux, les autres médecins, l'administratif. Sur les 100, il n'y en a pas un qui dit avoir vu quelque chose. Alors comment on fait pour comment on fait pour libérer la parole? Parce que sur le harcèlement, sur la discrimination, il y a quand même une éducation. Je veux dire, les gens maintenant sont alertés et puis ils sont capables de réagir. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de le faire sur des cas de pédocriminalité, par exemple? Parce que profondément, il y a cette omerta qui est en nous depuis des siècles et des siècles, qu'on n'ose pas en parler et qu'on a peur d'avoir des emmerdements, qu'on a peur que ça nous retombe sur la gueule. Mais est-ce qu'il ne faut pas une impulsion aussi des services publics? Parce que sur les autres sujets, c'est l'État c'est devenu une cause politique, un combat politique. Et l'État s'est donné les moyens de faire bouger les choses. Pourquoi sur la pédocriminalité, on ne sent pas d'impulsion? On ne sent aucune impulsion parce qu'il n'y a pas de volonté de mettre une impulsion. Alors après, je vais te dire, bon, c'est peut-être aussi parce qu'ils savent qu'en leur sein, il y en a qui sont comme ça, et voilà. Mais je ne veux pas non plus faire mon super complotiste en disant, bon, mais il est évident qu'ils sont gênés, mais gênés. Ce truc les emmerde. Ce qui est paradoxal, c'est que... Peut-être au fond d'ailleurs pour les mêmes raisons, tu sais. Ils n'ont pas envie d'avoir d'emmerdement, même s'ils sont en haut. Ils se disent, ah mais merde, mais peut-être que lui, ou ils savent que lui, il l'est. C'est la boîte de Pandore, quoi. Et que ça va leur retomber sur la gueule derrière. Donc ils attendent, ils marchent sur des œufs, tu vois, ils font l'aliment de sol. Ce qui est paradoxal, c'est qu'avec Internet, on est capable aujourd'hui de faire éclater des affaires. Il y a des actions citoyennes comme la tienne, celle de tes équipes, où vous faites sortir des affaires, vous médiatisez des affaires, mais en même temps, donc ça devrait faire peur aux pédocriminels, mais en même temps, on sent que, en parallèle de ce que vous faites, la source ne se tarit pas. Et quasiment même, on a de plus en plus d'affaires, même des récents, parce que le Cottineau, finalement, c'est tout à fait récent, quoi, avec des gens, des trentenaires. Donc il y a un truc où, en fait, le flux, on n'arrive pas à couper l'alimentation, quoi. Le problème est très très lié malheureusement à la pornographie. L'irruption de la pornographie, en tant que c'était sur Canal+ encrypté, en 1984, bon, on pouvait dire que c'était anecdotique et marrant. À partir du moment où tout le monde a eu dans son téléphone des images pornographiques, et notamment les jeunes et les très jeunes, ils se sont habitués à un degré dans l'excitation de plus en plus haut. Et fatalement, on en arrive, en tout cas chez beaucoup, à s'exciter sur des personnes de plus en plus jeunes. Et à un moment, elles deviennent prépubères. Et donc, c'est là où le bas blesse. C'est que ça crée des vocations qui n'auraient pas existé. On reviendra sur les prêtres après. Ça crée des vocations, ça me fait penser aux prêtres, mais ça crée des vocations. Et la moyenne d'âge du pédophile aujourd'hui, du pédocriminel, c'est 24 ans. Donc Cottineau, au 32, il est vieux. On n'est plus du tout à l'époque où c'était des vieux types en imperméable devant la sortie de l'école. C'est des jeunes. C'est des jeunes. Quand je te parlais des 20 à 25 000 victimes, qui se prostituent, des jeunes filles, des petites filles qui se prostituent, elles sont attirées là-dedans. Elles sont au centre, par exemple, et puis tous les lover boys, comme on appelle, donc leurs petits fiancés, qui sont souvent des racailles, tu vois, qui font un peu de deal, de machin, qui parallèlement mettent une ou deux petites en leur faisant croire au grand amour, etc. Il y a tout un environnement qui se crée autour de ces... Mais je ne sais plus pourquoi je dis ça, on parlait de quoi? On parlait pourquoi il n'y a pas de... Pourquoi on n'arrive pas à... Pourquoi on n'arrive pas à atteindre la source et pourquoi ça se développe? Je te répondais, oui. En fait, pour moi, hein, l'analyse que j'en fais, c'est que cette présence permanente de la pornographie de plus en plus débridée a conduit beaucoup de gens à aller vers cela. Et alors, j'ai été alerté sur c'est vrai qu'il y a aussi, même sur des sites, mais qui ne sont pas sur le dark web, hein,
il y a quand même de plus en plus de très jeunes personnes dont on ne peut pas très bien cerner l'âge. Et ensuite, il est facile, malheureusement, d'aller sur le dark, et là, tu trouves vraiment des trucs incroyables. Il y a une autre chose qu'on m'a envoyée, que j'ignorais. Il y a aussi, c'est pour ça qu'il faut faire très très attention à ne pas mettre de photos de ses propres enfants ou petits-enfants sur des réseaux. Parce que les images sont repiquées. Tu vois, par exemple, tu vas avec tes enfants à la plage, tu fais des photos, et puis pour la famille, tu les mets sur Insta, ou tu les mets... Bon. Et tu les retrouves après. Il y a des sites qui sont spécialisés dans ces images-là. Et donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui s'excitent à regarder, mais c'est des enfants en maillot de bain, c'est pas des enfants nus. Tu vois, ne serait-ce que ça leur plaît. Et il y a beaucoup, malheureusement, de sites comme ça, qui sont donc en accès libre, et où tu vois ça. Donc, il y a une attirance vers l'enfance, vers enfin, si tu veux, oui, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Et ce qui est affreux, c'est que ça va de pair avec cette ridicule nouvelle éducation sexuelle qu'on impose maintenant aux enfants en France, après la Suisse, après la Belgique et Vars, où on sexualise l'enfant. On lui apprend... Alors en plus, il y a évidemment derrière le lobby transgenre qui veut amener les enfants à se dire mais tu as droit à être ce que tu sens, etc. Absolument. Ce qui est évidemment une folie, parce qu'on en arrive à des drames humains, là, pour le coup, où les enfants prennent des médicaments pour devenir l'un une fille, l'autre un garçon, se font couper les seins alors qu'ils ne sont même pas encore pubères, et après se rendent compte qu'ils ont changé d'avis. Et qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, il y a un très 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 mauvais travail, il faut bien le dire, de la part voilà, le gouvernement est capable de mettre sur la table pour les VARS, qui est un truc diabolique, et n'est pas capable de mettre sur la table pour protéger les enfants de la pédocriminalité. C'est vrai que ça pose problème. C'est vrai qu'on sent qu'il y a des forces en action, et qui sont des forces véritablement malsaines. Moi, j'ai l'impression, parce que il y a une mode, il y a une tentative pour, comment dirais-je, quasiment, je vais être un peu provocateur, moraliser la pédocriminalité dans les années 68, les années 90. Avec l'affaire du trou, je dirais, il y a une réaction du grand public, ça a choqué, donc il y a eu une espèce de reflux de cette tentative. Et on a l'impression maintenant, avec la pornographie, avec l'idéologie transgenre, avec la sexualisation des enfants, on a l'impression que c'est en train de revenir en force et que c'est une deuxième tentative pour en fait imposer le sujet et comme sur d'autres sujets d'ailleurs, faire changer l'opinion publique. En fait, par étapes, mais on a l'impression qu'on commence à réexpliquer, on recommence à expliquer que finalement un enfant est un objet de désir légitime, que l'enfant aussi, y compris les petits-enfants, ont une sexualité, etc. On a l'impression que ça revient en force là. C'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que ce qui n'a pas réussi dans le courant germano-pratin des années 70, avec Libération en tête et tout, est en train de réussir, et il nous arrive d'en haut, via l'OMS, qui donne des directives qui sont écrites, il faut le rappeler, à base de théories des années 50, de pédophiles comme Gardner, etc., et qui, petit à petit, envahissent, et l'air de rien, sur un malentendu, comme dirait Michel Blanc, le regretté, sont en train de sexualiser les enfants, et de faire admettre petit à petit l'idée que c'est une sexualité différente, mais pas moins bien, et qui existe. LGBTQI+. C'est peut-être ça le plus. Tu vois, il faut être très très méfiant avec ça. Très très méfiant. Parce qu'ils organisent, au fond, la destruction de l'enfance, de ce que nous, on a connu être enfant. Jouer avec des jouets, s'amuser, enfin... Là, maintenant, on est dans un truc où... mais même, ça passe par l'habillement, ça passe par ces concours absurdes de minimise, de maquillage pour des enfants, de danse sur Instagram, enfin...
il faut que les parents fassent très très attention. C'est leurs enfants, c'est pas les nôtres. Il faut qu'ils les protègent. Il faut qu'ils surveillent ce qu'ils regardent sur les écrans. Il faut qu'ils regardent comment ils s'habillent. Il faut qu'ils regardent ce qui se passe à l'école. Il faut qu'ils regardent qui les entoure à l'école. Ect. Alors, de temps en temps, on a quand même une affaire dans la sphère mainstream ou deux qui sortent. On peut parler de l'affaire Gérard Depardieu, avec ses propos. Alors, c'est controversé, mais on l'a accusé de tenir des propos, je dirais, quasiment pédophiles sur une jeune nord-coréenne. Il y a aussi l'affaire l'abbé Pierre qui sort et qui, là, l'abbé Pierre est cloué au pilori. Donc, de temps en temps, ça sort. Mais quand on a un film comme Sound of Freedom, qui est un très bon film d'ailleurs, et un plaidoyer pour la lutte, le combat contre la pédocriminalité, là personne n'en parle, c'est diffusé nulle part, et c'est un film de complotistes et d'extrémistes. Comment tu expliques cette dichotomie? De temps en temps, on a des affaires et... C'est ce qu'on appelle le politiquement correct, c'est-à-dire qu'il y a des combats politiquement corrects et d'autres non. Dans l'affaire Depardieu, ce qu'on sait, c'est que dans ce film tourné en Corée du Nord avec Yann Moix, le montage qui a été présenté par France Télévisions donne l'impression que Depardieu parle d'une petite fille de 8-10 ans qui est sur un petit cheval et qui évolue et dit des choses pédophiles. Il semble qu'en réalité, c'est magie du montage, il disait ça sur une femme d'une vingtaine d'années et pas sur une petite fille. Reste qu'il est accusé de viol par une jeune actrice et que le procès va bientôt avoir lieu. Laissons la justice suivre son cours. En tout cas, à un moment, il est clair que quelqu'un a appuyé sur un bouton et a sonné l'halali contre Gérard Depardieu. Je note que, au même moment, quand il s'agit de Philippe Caubert, qui est moins connu que Depardieu, mais qui est quand même très très connu dans le monde du théâtre, qui a obtenu 3 Molières, et que 2 de ses ex-petites amies viennent témoigner du fait qu'il recrutait des hommes via Internet et via des réseaux sociaux pour venir chaque soir violer ses filles pendant qu'il regardait et ensuite il prenait ses filles, et qu'on parle de plusieurs centaines d'hommes, et ça fait des entrefilets. Alors que quand c'est monsieur le mari de Gisèle Pellicot qui a fait venir 50 personnes, alors là, on en a mangé pendant 6 mois. Quand c'est Philippe Caubert qui fait la même chose, je m'excuse, c'est exactement la même chose. De faire violer sa femme. Alors, la différence, c'est que les filles, en plus, n'étaient même pas droguées. C'est abominable. Elles étaient sous emprise. Et ce gars-là, il va s'en tirer comme ça. Alors, Depardieu va prendre pour un viol supposé et un truc monté, alors que le Caubert, non. Donc, il y a 2 poids, 2 mesures. Effectivement, c'est vrai que le nombre d'articles que j'ai pu lire sur Sound of Freedom pour dire n'y allez pas, c'est un film scandaleusement trumpiste, alors, rien à voir avec Trump, parce que Tim Ballard, il ne correspond pas au moule, quoi. C'est pas, il fait pas partie de la nouvelle vague, il n'est pas encensé par les cahiers du cinéma, parce qu'il est mormon, il a 9 enfants, c'est un ancien du FBI, et il a pris fait et cause pour les enfants et contre la traite des enfants à usage sexuel. Donc il ne correspond pas. Donc le film qui retrace sa vie, non, on n'en parle pas. Et si on en parle, c'est pour dire c'est de la merde, n'y allez pas. Donc effectivement, je te dis, c'est le politiquement correct à l'œuvre. Or, le politiquement correct, s'il sert la pédocriminalité, c'est qu'on marche sur la tête. Pourquoi aucun réalisateur français n'a sorti un film sur la pédocriminalité? Il n'y a plus eu de film sur ce thème depuis la fin des années 80, début 90. Je le sais parce que je les diffuse sur ma plateforme Carl Zero TV. Il y a La classe de neige de Claude Miller. Il y a un film d'Aline Serman avec Alain Bachung, dont j'ai oublié le titre à l'instant. Il y a un autre film dont je n'ai pas eu les droits avec Miu Miu, qui combat un réseau de notables en province alors qu'elle est flic,
qui fait tout à fait penser à l'affaire Le Squarneck d'ailleurs, ou à ce genre d'histoire. En gros, en France, il y en a eu 3. Et je te dis, le dernier, ça doit être 94. Celui d'Isserman, c'est l'ombre à côté, oh, je ne sais plus. Bon. Et puis subitement, ça n'a plus intéressé les producteurs de parler de cela. J'avais rencontré, Guillaume Canet a fait un film récemment où c'est un père confronté au fait que son fils est violé. Et le réalisateur m'a demandé à me rencontrer, donc on s'est vu un jour. Et on a discuté, je lui ai expliqué qu'est-ce que c'était réellement que la pédocriminalité en France. Et après, il a décidé que son film s'arrêtait quand le père récupérait l'enfant, mais qu'on ne verrait pas ce qu'avait enduré l'enfant. Donc était-ce de l'autocensure? Je ne sais pas, mais en tout cas, il ne voulait pas aller au fond du problème. C'était l'occasion. Moi, évidemment, je lui ai donné moult détails pour décrire ce que ça pouvait être qu'un réseau pédocriminel, comme celui de Cottineau en Loire-Atlantique. Il n'a pas voulu aller aussi loin. Il y a une omerta, là encore, en tout cas clairement dans le cinéma, ils n'ont pas envie d'en parler. En Belgique, ça arrive. Ils osent en parler. Il y a un film là qui est programmé bientôt à Berlin. Je ne sais plus le titre, mais je sais que ça parle de ça, un film belge. Donc rendons hommage aux Belges qui, surtout qu'ils ont eu l'affaire du trou, qu'ils ont écrasé, mais maintenant ils commencent à se réveiller. Est-ce que tu as rencontré des pédocriminels qui se sont repentis sincèrement? Ou ça n'existe pas? Non, quand on avait tourné avec Serge Garde le fichier de Zandvoort, donc c'était en 2010, on avait justement souhaité avoir un pédocriminel qui explique ce qu'il vivait. Et donc, c'était quelqu'un qui n'osait pas passer à l'acte. Donc, on ne peut pas dire un pédocriminel. On appelle ça un pédosexuel. Donc, attiré, lui, c'était par les petites filles. Et il témoignait très... Et donc, on avait parlé des traitements qui suivaient, et les traitements ne fonctionnaient pas. Le traitement, ça s'appelle l'androcure. Mais en fait, c'est bidon, ça ne marche pas. Et donc, il était affreusement malheureux. Et le pire, c'est que quand on a diffusé le documentaire à la télé, à l'époque sur 13e rue, le gars s'est fait casser la gueule. Parce qu'il a été reconnu par des voisins. « Ah, t'es un pédophile » et ils lui ont cassé la gueule. Alors que le gars, il n'avait jamais rien fait. On voulait montrer que c'était des êtres humains et qu'on pouvait parler avec eux. Et le mec expliquait ça. Mais donc, le drame de ce truc-là, c'est qu'il n'y a pas réellement de traitement. Il n'y en a pas. Pour toi, le comportement pédocriminel, ça relève de la maladie mentale ou de la criminalité, d'un acte conscient et criminel? Ou un peu des deux? Il y a une perversité, mais c'est pas de la psychopathie. C'est une perversité et c'est un acte criminel. Et ils sont généralement extrêmement intelligents. Ils arrivent à se cacher, ils arrivent à donner le change, ils arrivent à être tout à fait normaux. Mais en même temps, il faut que, dès qu'il y a un doute, je dis ça pour tous ceux qui nous regardent, toutes celles qui nous regardent, dès qu'il y a un doute, il faut tirer la sonnette d'alarme. C'est très important. Si on n'ose pas le faire, on laisse continuer cet état de fait. Et vu qu'en haut, ils font rien, si nous, en bas, on ne fait pas quelque chose... Et comment tu combats quel conseil tu pourrais donner pour... tu parlais tout à l'heure d'un tabou, de quelque chose qui empêche de dénoncer, on détourne le regard parce qu'on ne veut pas... Qu'est-ce qui peut faire qu'une personne arrive à surmonter tout ça et passe à l'action, dénonce, alerte, témoigne, porte plainte aussi? C'est propre à chacun, c'est la conscience. C'est bien sûr la conscience. Il faut avoir un sursaut de conscience à ce moment-là en se disant, en imaginant ce qui est en train de se passer, et en se disant, je ne peux pas fermer les yeux. Je ne peux pas avoir près de moi un enfant dont la vie va être foutue en l'air. C'est ça, parce qu'autrefois, c'est peut-être ça, on disait, oui, mais c'est pas bien grave et tout, il s'en remettra. Mais non, il s'en remet pas. Il s'en remet pas.
l'enfant violé, il reste un enfant violé toute sa vie. Même si c'est un monsieur important avec une cravate à 50 ans. Ou une dame qui... Bon, Et c'est un pas vers la... Tu penses que c'est un pas aussi pour devenir soi-même pédocriminel? malheureusement, dans certains cas, oui. Il y a un risque après de récidive, de vouloir reproduire d'une façon extrêmement perverse, je vais dire au niveau mental, faire subir à l'autre ce qu'on a subi soi-même enfant. Malheureusement, oui, ça existe aussi. Mais je dirais, c'est pas ça qui va faire que les gens vont dénoncer. Il faut qu'ils dénoncent parce qu'il faut qu'ils imaginent que ce que l'enfant est en train d'endurer, ou est peut-être enfin en train d'endurer, il va le vivre toute sa vie. Et que donc, en faisant ça, il sauve une vie. C'est comme s'il voit quelqu'un se noyer. Ben, tu me diras, tout le monde ne plonge pas, mais il y a souvent quelqu'un qui plonge quand même. Ben là, c'est pareil. S'il y a un doute, il vaut mieux en faire état. Ce qui est terrible, c'est que la société contemporaine est vraiment malade. Là, on parle des enfants, mais il y a aussi l'usage de drogues comme le GHB pour des jeunes filles, des jeunes hommes pour violer, etc. Même y compris d'ailleurs de l'usage de l'alcool. On est vraiment... cette société contemporaine est devenue malade et à la merci des pervers, en fait. Oui. Oui. Ça me laisse sans voix ce que tu dis, parce que c'est la vérité. On assiste à une déliquescence totale de tout ce qui faisait la force d'une société, c'est-à-dire la famille, l'amour des enfants. Alors on va dire il est réac, mais c'est pas une question d'être réac. Hein. C'est une question que c'est juste comme ça que ça doit aller. C'est comme ça que ça marche. C'est pas autrement. Est-ce que tu voulais aborder d'autres questions? On n'a pas parlé du tout de Bétaram, et aussi il faut dire bah, Riaumont, les curés, tu vois. Ouais. Alors Riaumont, les curés, ce sera Julie, parce qu'on fait un docu sur les tradis, etc. D'accord. On va la mettre... Ok, je vais te poser une question sur Bétaram. Donc Bétaram, qu'est-ce que je vais te demander? Je vais te demander si où en est François Bayrou va être entendu. Là, il y a une commission d'enquête. C'est ça. D'accord. Ok. Alors, très récemment, il y a aussi une affaire énorme qui a éclaté grâce au témoignage de victimes. C'est l'affaire Bétaram. Bétaram, c'est un internat catholique qui se trouve dans la terre d'élection, sur la terre d'élection de François Bayrou, qui est apparu assez gêné sur le sujet. On l'a vu dans les conférences de presse, il n'est pas très à l'aise. Beaucoup disent que lui et sa femme ayant travaillé dans l'institution, étaient au courant, ont fermé les yeux, voire même ont entravé un peu les démarches, qui auraient pu porter leurs fruits. Il va être là entendu par une commission d'enquête au Parlement. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur cette affaire et ces derniers développements? Eh bien que François Bayrou a menti à de nombreuses reprises à chaque fois qu'on lui posait la question. Il a eu une version des choses évolutive. Au début, il ne savait pas. Puis finalement, tout en ne sachant pas, il avait ordonné une enquête. Puis en fait, il n'y avait pas d'enquête. Et puis rien ne s'est passé. En fait, bon, la réalité, c'est qu'il savait très très bien ce qui se passait à Bétaram. C'est donc une école un peu dure pour les enfants récalcitrants, avec des méthodes à l'ancienne, des claques, des châtiments corporels, et en plus, malheureusement, des viols. Donc, et comme ces enfants y étaient, il était forcément au courant de tout ce qui s'y passait. Donc, il a à la fois nié maintenant et couvert à l'époque. Il avait toute l'attitude à l'époque, compte tenu du fait qu'il était à la fois maire de Pau, au conseil régional, et aussi ensuite ministre de l'Éducation. Il pouvait agir, il n'a pas agi. Plutôt que de le reconnaître et de dire « oui, j'ai merdé », il s'est enferré dans des mensonges, ce qui lui vaut maintenant de devoir être entendu. Alors, évidemment, on a réclamé qu'il démissionne. Bien entendu, vu que ça fait 150 ans qu'il attend d'être Premier ministre, il ne va pas démissionner. Mais c'est bien, parce que c'est la première fois qu'une affaire de pédocriminalité, parce qu'il s'agit bien de ça quand même, remonte au sommet de l'État. Et qu'un Premier ministre peut éventuellement sauter sur une affaire comme ça, parce qu'il a couvert. Ça rejoint le Squarnec. C'est donc l'omerta qui est en jeu. Tu penses que ça peut faire sauter François Bayrou? On ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est pas passé loin là. Après, je pense qu'il s'accroche à son poste. Il est content. Mais il a senti le vent du boulet.
Et tout le monde autour a senti le vent du boulet. Ce qui est important pour moi, c'est que ça soit sur une affaire comme ça, que le mec puisse sauter. Ça veut dire que nos idées, petit à petit, progressent, puisque ça monte dans les tours. Ça va loin. Il y a eu un traitement médiatique d'ailleurs assez intense de l'affaire pendant 15 jours. Ah oui. Ça t'a surpris que ce soit repris comme ça? C'est quoi? C'est parce que c'est François Bayrou ou... Voilà, ça a été utilisé politiquement. Mais pour moi, ce n'est pas une affaire de politique. Au départ, c'est une question d'un député LFI, M. Vanier, qui est allé carrément, qui a parlé avec le dos de la cuillère, qui a demandé sa démission au Premier ministre, dans le cadre de l'Assemblée, etc. Après, ça a été repris partout, et on a utilisé ça, je dirais, politiquement. Mais le problème n'est évidemment pas politique. Ça aurait pu être un député d'une autre tendance qui pose la question. Voilà. Alors, il y a une autre affaire, c'est celle de Riaumont. C'est un village d'enfants dans le nord de la France, qui est plutôt de tendance traditionnaliste. Et là, on apprend que 6 religieux sont mis en examen pour violences sur mineurs. Et dans les violences sur mineurs, il y a effectivement des attouchements, des actes délictueux à caractère sexuel. Oui, il y a eu récemment le procès d'un des pères qui s'appelle Hockmiller, de mémoire, et qui donc lui, alors très simplement, a dit que s'il possédait autant d'images pédopornographiques, c'est parce qu'il enquêtait nuitamment sur les ravages de la pornographie sur ces jeunes élèves. Donc évidemment, le jury n'en a rien cru. Bon, il va prendre un an ferme et 1 an avec sursis. Confier des enfants à des mecs comme ça, vraiment, mais ça fait un moment que je te le dis, l'Église doit se poser des questions sur ce vœu de chasteté. Il y a quelque chose qui... C'est pareil pour l'abbé Pierre. Parce que l'abbé Pierre, j'ai été très choqué, je me suis dit, je vais enquêter. J'ai enquêté, et j'ai vu que les témoignages tiennent. Donc il a vraiment fait ça. L'abbé Pierre, tu peux rappeler, c'est des viols, mais est-ce qu'il y a de la pédocriminalité aussi, ou c'est... C'est à la limite de la pédocriminalité. Et surtout, c'est inconciliable avec l'aura de l'abbé Pierre, avec sa sainteté. Donc, c'est bien, le problème vient bien de ce vœu de chasteté imposé à toute personne qui voulait devenir prêtre depuis, alors je ne sais plus si c'est le 5e siècle ou le 12e, mais en tout cas, ce vœu de chasteté, aujourd'hui, pour moi, il n'est plus tenable pour l'Église. C'est-à-dire ça ne doit plus être une condition sine qua non. Il faut qu'ils aient la possibilité d'avoir, en dehors de leur vocation de prêtre, s'ils veulent être prêtres, c'est qu'ils croient en Dieu, et c'est qu'ils veulent partager la bonne nouvelle, et qu'après, ils aient une vie sexuelle, si tant est qu'elle soit raisonnable, on ne leur demande pas de faire des partouzes, mais si tant est que ce soit une vie maritale, je suis pour. Parce que, qu'on le veuille ou non, beaucoup d'abus sexuels viennent de là. Il y a aussi enfants. Il y a aussi le problème de l'absence de sanctions pendant des années, parce qu'on peut être un prêtre marié comme un homme marié et se livrer à des actes pédocriminels. Le problème, c'est aussi dans le traitement de ces cas, c'est qu'il y a eu cette omerta, il y a eu ce tabou dont tu parlais tout à l'heure dans l'Église et qu'on a couvert, qu'on n'a pas dénoncé, qu'on n'a pas sanctionné. Non, parce que ça arrangeait tout le monde. Ça faisait des prêtres dans les paroisses. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Alors on les fait venir de l'extérieur. Ça faisait que, mais je te l'ai déjà dit, quand dans une famille on sentait bien que l'un des enfants ne serait jamais intéressé par les femmes, on se disait il pourrait devenir prêtre, et lui ça l'arrangeait bien. Il aimait bien Jésus, il aimait bien aller à la messe, il aimait bien... Et il se disait, c'est vrai que plus tard ça va être compliqué, je ne me marierai pas, donc après tout, pourquoi pas. Mais après, il grandit, il devient effectivement prêtre, et puis il est en contact, ne serait-ce qu'au caté, avec des gosses, et une partie d'entre eux se met à devenir pédophile. Donc on aurait pu éviter ça en n'imposant pas de... Et je te l'ai dit l'autre fois, tu étais un peu surpris, mais je t'ai dit même, imagine quelqu'un qui veut être prêtre et qui est homosexuel. Comme dit le pape François, qui suis-je pour juger ? Qui suis-je pour juger ?
Si le gars est homosexuel, c'est pas de sa faute. Et si en même temps, c'est un homme de Dieu, eh ben, qu'il vive avec son ami, mais qu'il soit prêtre le reste du temps. Et là, le pape François, bon, il n'est plus très en forme. Il va être remplacé bientôt. Il serait temps qu'il se repose vraiment cette question-là. Elle est très importante. Sinon, malheureusement, notre Église disparaîtra. Alors, pour l'Église catholique, c'est très connu. Je dirais la presse en parle sans arrêt. Est-ce que dans d'autres religions, la religion juive, la religion musulmane, toi, tu as des témoignages aussi? Oui, ça existe, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a plein d'affaires, il y a même des films consacrés à ça, des documentaires qui touchent à la fois des rabbins, des imams, non, dans toutes les religions. N'oublions pas que c'est une... Mais, et en plus, fait aggravant, eux, ils ont le droit de se marier. Pareil chez les protestants, pareil chez les orthodoxes. Ça dit, il y en a un peu moins chez les protestants et les orthodoxes. Parce qu'ils ont le droit de se marier, aurais-je tendance. Mais ça existe dans toutes les religions. Et dans le bouddhisme, qui est une tradition ou une religion, là, on est en train d'enquêter sur une affaire justement là-dedans, c'est malheureusement aussi monnaie courante. Donc, c'est pas juste, je suis pas là pour charger l'Église catholique, je suis moi-même catholique. Mais je suis là pour essayer qu'elle se réveille, quoi, par rapport à ce problème-là. Il ne faut plus que ça continue. Et donc, et en même temps, il ne faut pas que des gens qui deviendraient prêtres, qui feraient de très bons prêtres, y compris des femmes d'ailleurs, pourquoi pas les femmes? Enfin, d'ailleurs, ça vient d'où tout ça? Quand tu lis l'Évangile, à aucun moment il n'est écrit il n'y aura pas de femmes, ou on n'aura pas le droit d'être marié. Ça vient d'où? C'est des petits arrangements plus tard entre eux, quoi. Tu vois? Mais c'est pas, il n'y a pas à aucun moment le Christ ne parle de ça. Alors, chers auditeurs, si vous souhaitez agir contre la pédocriminalité, eh bien, il faut soutenir notre ami Karl Zéro en vous procurant le dernier numéro de l'Envers des Affaires qui est disponible dans tous les kiosques et aussi sur ton site internet. Et sur l'enversdesaffaires.fr. Sur l'enversdesaffaires.fr. Et tu as aussi une chaîne YouTube à laquelle nos amis peuvent s'abonner dès maintenant. Bien sûr, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Karl Zéro Absolu. Il y a une plateforme dédiée où il n'y a que des films et des documentaires sur la pédocriminalité, karlzero.tv. Et enfin, il y a notre association, justicepourlenfance.org. Là, c'est pour aider en direct, c'est un collectif d'avocats et on aide les enfants qui n'ont plus de solution. Quand tout a raté, ben, on peut être, au travers de nos avocats, évidemment, c'est pas moi, hein, mais on peut être le rempart. Le dernier recours. Ouais. Chers amis auditeurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Soutenez le combat de Karl Zéro et de ses équipes et je vous dis à très bientôt. Merci Karl. Merci Charles.